De mon point de vue, il y a une espèce d'excitation. Il faut trouver des médicaments nouveaux, il faut trouver des vaccins. Et donc, si vous leur dites, écoutez, vous voulez pas, juste la chloroquine, c'est pas compliqué, c'est pas cher, vous voulez pas prendre ça. Enfin, vous coupez l'herbe sous les pieds d'une quantité de gens qui pensent qu'ils vont avoir le prix Nobel pour avoir trouvé un nouveau médicament contre le coronavirus. Salut, c'est moi, Casper Grasp, ta nouvelle influenceuse. Ceci est mon jardin, que vous voyez derrière. Pas mal, non? C'est Sequano dionysien. Et ce médicament, on le connaît mieux que tous les médicaments au monde. Il y a des milliards de gens qui ont mangé de la chloroquine. En ce dimanche pascal, rien de tel qu'un bon vieux Nuit Saint-Georges pour arroser tout ce bordel. C'est un médicament qui a d'abord été utilisé comme traitement antipalutique. C'est un traitement qui est encore extrêmement prescrit chez les gens qui ont des maladies auto-immunes, c'est-à-dire qui ont des anticorps contre eux-mêmes. Il y a beaucoup de vrai là-dedans. La chloroquine existe effectivement depuis 70 ans et on connaît très bien ses effets indésirables qui ne sont absolument pas anodins. Ce traitement à la chloroquine a montré quelques résistances dans les zones les plus problématiques en matière d'infestation par le paludisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui on utilise plutôt de la malarone. D'autre part, c'est aussi pour pallier cette toxicité qui a posé de réels problèmes que, en fait, les chercheurs ont développé l'hydroxychloroquine. Un de ces jours, je vous parlerai des perruches à collier et je vous expliquerai pourquoi est-ce que je ne les aime pas. L'hydroxychloroquine est aujourd'hui utilisée dans le traitement de certaines maladies auto-immunes comme le lupus. La seule chose que je vous dis, faites attention, il y aura bientôt plus de chloroquine dans les pharmacies. L'emballement autour de l'hydroxychloroquine a entraîné un problème de stock dans les pharmacies et les malades du lupus, par exemple, ont eu des vrais problèmes pour se fournir dans certains endroits en hydroxychloroquine. Hydroxychloroquine, azithromycine, c'est-à-dire le protocole du professeur Raoult contre le Covid-19. Pourquoi ça tarde tant? Un autre élément de langage que l'on entend dans cette affaire, certains essais thérapeutiques qui sont en cours n'embrasseraient pas totalement le protocole préconisé par l'équipe de l'IHU de Marseille, à savoir un mix entre l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. La combinaison hydroxychloroquine-azithromycine, c'est une bithérapie que propose le professeur Raoult. Il faut qu'elle soit testée. Ils ne le font pas. Ils ne prennent pas les deux. Le vrai traitement, c'est 2 médicaments. Ces 2 molécules posent des problèmes en matière de cardiotoxicité complètement avérés. L'équipe de l'IHU de Marseille prétendait qu'on obtenait des résultats significatifs, spectaculaires même, donc sur la baisse de la charge virale sur des patients légèrement atteints. Tu vois, il y a vraiment une volonté de ne pas vouloir, si tu veux, accepter qu'un mec comme le professeur Raoult peut être le sauveur. Avec tous les essais qui sont lancés depuis presque 1 mois pour certains maintenant, si les essais sont toujours en cours, c'est que les effets si spectaculaires du protocole du professeur Raoult ne le sont pas tant que ça. L'attention portée sur l'hydroxychloroquine nous fait occulter que bien d'autres essais thérapeutiques sont en cours. Alors parmi les études en cours, l'injection de plasma sanguin de patients guéris. Vous imaginez quelqu'un qui a été malade du Covid et qui a guéri. En guérissant, il a fabriqué ce qu'on appelle des anticorps. Ces anticorps sont des protéines qui sont dirigées contre le virus. Donc ces anticorps sont contenus dans le plasma. On va donc prendre du plasma aux patients guéris qui sont pleins d'anticorps neutralisants. On va le transfuser à des personnes qui sont malades. Et maintenant, un petit peu de philosophie de comptoir avec Bernard. Un autre élément qui m'amuse beaucoup, c'est le coût, que ce soit des plaquettes de Nivaquine dans le cas de la chloroquine ou du Plaquenil dans le cas de l'hydroxychloroquine, ce sont effectivement des plaquettes de médicaments qui ne coûtent pas bien cher. C'est vrai que le protocole Raoult, ça coûte très peu cher. Je crois que c'est 13 € au total. Certains disent que c'est pas rentable. Il vaut mieux travailler sur un traitement extrêmement cher et que l'industrie pharmaceutique, des grands groupes de pharmacologie pousseraient derrière pour vraiment mettre au placard le protocole Raoult et imposer des traitements beaucoup plus chers. Ah oui, Big Pharma, Big Pharma. Si un médicament ne coûte pas cher à la vente, c'est peut-être qu'il ne coûte pas vraiment très cher à fabriquer. Donc la marge que se font les fabricants, les laboratoires en l'espèce, est sans doute, malgré tout, suffisamment conséquente. Surtout lorsque d'un seul coup, on se rend compte que l'on va pouvoir vendre des tas et 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 des millions et des millions et des millions de doses. Billions and 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 billions. Même si la molécule ne coûte pas cher à la vente, ça ne veut pas dire que le fabricant ne se fera pas un gros chiffre, surtout à l'échelle que représenterait le marché en question.
On fait d'ailleurs souvent le parallèle avec le bon vieux paracétamol, qui est aussi une molécule connue depuis plus de 50 ans, il me semble, et dont la toxicité est effectivement bien connue. Comme les symptômes du Covid-19 incluent notamment de la fièvre, on préconise d'utiliser éventuellement du paracétamol. En revanche, pour pallier la toxicité du paracétamol, il existe des antidotes, ce qui n'est pas le cas de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine. L'histoire de la médecine, de la virologie en particulier, et l'histoire des épidémies nous apprennent plusieurs choses, notamment que souvent, par peur, par panique, on se précipite sur des remèdes miracles qui pourtant n'ont pas fait leurs preuves. Il faut un niveau de preuve minimum pour valider l'efficacité thérapeutique et son usage généralisé. Attention, j'en entends déjà me dire « Oui, mais enfin Casper Grasp, là, il s'agit d'un cas d'automédication sauvage ». En effet, cette personne a quand même occupé un lit en réanimation, alors qu'il aurait peut-être pu guérir spontanément, comme dans 85% des cas. Qui plus est, on se demande vraiment ce qui a pu motiver cette automédication. Vraiment ? Enfin, faudrait pas oublier qu'il y a eu de nombreux cas similaires rapportés en milieu médical, c'est ce qui a conduit la Suède et le Brésil à cesser leurs essais cliniques sur l'hydroxychloroquine. Je vous citerai un exemple qui pour moi est frappant, la cyclosporine. La cyclosporine a été utilisée à titre expérimental contre le virus du sida au milieu des années 80, alors que l'épidémie de sida faisait rage à travers le monde. La cyclosporine est un immunosuppresseur. Les chercheurs ont obtenu des résultats spectaculaires et ils ont voulu tout de suite en faire étal dans la presse, sans attendre que leur étude soit publiée et relue. Quelques jours plus tard, les malades qui avaient dans un premier temps montré des signes de rétablissement sont tout simplement décédés. Compte tenu, si vous voulez, de la force de notre hypothèse, éthiquement, on ne pouvait pas continuer, si vous voulez, à garder un secret pour marcher selon les lois de la déontologie scientifique habituelle qui consiste à faire expérimentation, reproductibilité sur un grand nombre de patients, puis publication. La force de notre hypothèse. C'est sur ce niveau de preuve que ces gens ont joué avec la vie de leurs patients. Cela ressemblait plutôt à une course au prix Nobel, comme le décrit tant professeur Raoult. Un de mes éléments de langage préférés, c'est celui qui consiste à souhaiter à un détracteur du protocole de l'IHU de Marseille de tomber malade, afin de savoir si celui-ci choisirait de se soigner au protocole Raoult ou avec un placebo dans le cadre d'une étude qui serait menée rigoureusement, avec double aveugle, etc., etc. Il faut bien sûr comprendre l'engouement autour de ce qui semble être une très bonne nouvelle dans le domaine thérapeutique. Je ne suis pas capable de vous dire si ce médicament est efficace ou pas. Je me dis seulement qu'un médicament qui est déjà utilisé depuis des décennies pour traiter certains cas particuliers de maladies ne doit pas être si dangereux que ça, puisque les gens qui en prennent, non seulement n'en meurent pas, mais soignent leur maladie avec. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron ont tous deux raison, ils ne peuvent pas dire si le protocole préconisé par l'équipe du professeur Raoult est efficace ou non. Moi non plus d'ailleurs, je ne peux pas le dire. Mais Jean-Luc Mélenchon en propage les éléments de langage que l'on a pu décortiquer ci et là. Cela dit, ce n'est pas de sa faute, c'est bien le professeur Raoult qui les a distillés en premier lieu. En revanche, là où Emmanuel Macron a tout à fait tort, c'est de dire ce que les chercheurs doivent faire. C'est une bithérapie que propose le professeur Raoult. Il faut qu'elle soit testée. D'autant que ces déclarations interviennent 2 jours après le lancement d'une étude du protocole Raoult, menée cette fois au CHU de Montpellier. Ils sont nombreux dans le domaine politique essentiellement à s'être improvisés virologues, infectiologues, épidémiologistes, toxicologues même, et ce en dépit de toute prudence que leur engendrait leur esprit critique. Un nouveau prix Nobel s'est imposé ces jours-ci, et un vrai cette fois. Nous reviendrons peut-être sur son cas une autre fois. Ce virus était encore inconnu il y a quelques mois de la communauté scientifique internationale. Les données évoluent très très vite, les connaissances aussi. Il est normal que, parfois, des stratégies, politiques ou individuelles, puissent changer. On ne pourrait reprocher au professeur Raoult d'avoir changé d'avis comme de chemise sur le sujet. Par conséquent, on ne peut en vouloir aux citoyens lambda qui se rangent à ce que certains racontent. Et l'on eût préféré que le professeur Raoult ait vu juste. Dans le monde, les infections respiratoires, en 2019, c'était 2,6 millions de morts. Donc si vous voulez, donc il faut tempérer, quand on dit il y a 3 000 morts, c'est un désastre, face à 2,6 millions de morts, vous voyez, c'est à mettre en perspective sur ce qui se passe dans le monde. Bien, je crois que cette vidéo touche à sa fin. N'oublie pas de partager, de t'abonner, bien sûr. Et Casper Grasp, ta nouvelle influenceuse qui tord le cou à certaines idées reçues, te salue bien pour l'heure.